Les Carnets du sous-sol est un roman écrit en 1864 par le romancier moderne russe Dostoïevski, alors âgé de 43 ans, avant la plupart de ses œuvres les plus connues, comme notamment Crime et Châtiment, Le Joueur ou Les Frères Kamazarov. Je suis un homme malade, je suis un homme méchant. Ce sont là les premiers mots d'un personnage qui s'est mis volontairement en exil dans une caverne, dans son sous-sol, d'où le titre, et qui, au travers du livre, va nous livrer son caractère, ses réflexions et surtout sa vision du monde. Donc en effet, c'est une nouvelle, donc le récit d'un homme ayant passé des années dans son sous-sol, d'où le titre. Nous sommes ici avec un narrateur interne, qui est donc en réalité le monologue un petit peu étrange, il faut l'avouer, du personnage auquel nous prenons part. Et ce narrateur, eh bien, il faut s'intéresser à sa psychologie, sa personnalité, qui est assez controversée. Il faut savoir que la plupart des personnages de Dostoïevski partagent des traits de caractère en commun, comme par exemple l'aigreur ou la capacité d'analyse. Et ici, le personnage en est pourvu, puisque c'est un homme qui a une capacité autoréflexive assez impressionnante, ainsi qu'une capacité de prise de recul. Il s'extirpe en général des modèles de pensée dominants et auxquels nous sommes habitués, et il veut incarner un modèle, mais non pas un modèle de bonne conduite, mais un modèle de méchanceté. Une réflexion que l'on peut avoir dès les premières pages du livre, c'est bien le fait de nous demander pourquoi est-ce qu'il est si méchant, pourquoi est-ce que cet homme est aussi détestable, qu'est-ce qui l'a rendu comme ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous est indiqué bien, dès le départ, puisque il nous avoue lui-même être persuadé d'être anormal, de ne pas rentrer dans le moule de la société, de ne pas être comme ses semblables, pour qui d'ailleurs il éprouve une haine assez profonde, et de sa conviction en découle une certaine souffrance. Et tout au long du livre, nous cherchons à comprendre d'où vient cette méchanceté. D'ailleurs, pour revenir sur le terme, eh bien, la méchanceté, c'est le fait de faire du mal à autrui intentionnellement et par ailleurs qu'on y prenne plaisir. Et donc ici, ce personnage, il n'est pas méchant par ambition ou en conséquence d'un événement qui aurait pu lui arriver, mais il est méchant par souhait. La méchanceté, pour lui, c'est une fin en elle-même. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, cette méchanceté, elle s'éloigne totalement de la vision commune que l'on a du méchant, comme l'homme brut, carré et sadique, puisqu'ici, eh bien, le personnage prend plaisir de la petitesse de la méchanceté, des petits vices qui sont sûrement dus à son manque d'imagination, et qui participent à son mal-être, mais c'est donc une petite méchanceté à laquelle nous ne sommes pas habitués. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un personnage ayant une personnalité assez complexe, qui a notamment une grande haine de lui-même. Il est convaincu qu'il ne peut pas être aimé, d'ailleurs il ne s'aime pas non plus, et ce qui est assez marquant, c'est qu'il a surtout une volonté d'humiliation que l'on retrouve à plusieurs reprises dans plusieurs événements et péripéties qui peuvent arriver dans le livre. Et eh bien, cette humiliation, il en a une vision bien étrange, puisque pour lui, c'est plus une sorte de catharsis qu'un mal en soi. En fait, l'humiliation lui permet d'atteindre un degré de connaissance plus élevé et de découvrir peut-être le vrai monde, ou du moins de s'ériger à l'encontre de celui-ci. De plus, cet homme, il se décrit aussi comme étant susceptible et rancunier, et ça, c'est un trait de personnalité que l'on voit eh bien, dès le début, lorsqu'il raconte sa rencontre avec un officier qui l'a bousculé par mégarde, sans le faire exprès, dans un bar, et qui ne lui a même pas adressé un regard. Sauf que, bien évidemment, cet événement, pour le personnage, il va être constitutif de la pire humiliation jamais vécue, et il va donc nécessiter de passer par la vengeance. Et donc cette vengeance, elle va consister à mettre tous les efforts et tous les moyens possibles pour bousculer à nouveau cet homme. Il va par ailleurs se ruiner et faire plusieurs magouilles pour y parvenir. Et en réalité, cela va juste mener à une victoire assez pathétique qui, encore une fois, comme avec l'histoire de la jeune fille, va le rendre encore plus détestable et méprisable. Et il va se servir de cela pour justifier justement son état de conscience et sa vision du monde. Mais pour s'éloigner un petit peu du personnage et pour revenir sur l'ouvrage en lui-même, en réalité c'est un véritable ouvrage à portée philosophique qui nous offre toute une panoplie de réflexions, qu'elles soient morales ou justement philosophiques, sur plusieurs sujets. Bien évidemment, les carnets du sous-sol
Ce n'est pas sans rappeler l'œuvre de Montaigne, quelques siècles auparavant, et qui n'a probablement pas été lue par Dostoïevski, les Essais, qui cette fois est un récit non fictif d'un homme, Montaigne, enfermé dans sa bibliothèque et qui converse autant avec les auteurs anciens qu'avec nous, les lecteurs d'aujourd'hui. Le parallèle est intéressant puisque, en réalité, l'ouvrage de Dostoïevski, c'est un livre de son temps. On remarque notamment une chose, par exemple, qui est qu'il critique un pamphlet qui était sorti une année avant l'apparition des Carnets du sous-sol, donc en 1863, de Tchernyshevski, qui expose notamment l'idée selon laquelle la méchanceté des hommes s'arrêterait s'ils avaient conscience de leurs intérêts propres et qu'ils agissaient en leur faveur. Et bien évidemment, c'est une réflexion à laquelle le personnage écrit par Dostoïevski va foncièrement s'opposer, qui montre justement que c'est un livre qui s'inscrit dans son temps, certes dans son époque, mais qui résonne toujours autant aujourd'hui, puisque nous sommes souvent menés par l'idée que le fait de servir nos intérêts œuvre forcément pour le bien commun, et nous sommes alors amenés à nous demander, en réalité, quelle est la cause de cette idée, d'où vient que... Pourquoi donc avons-nous cette certitude qu'il est toujours préférable de faire le bien plutôt que de faire le mal? Et justement, cette réflexion, elle est incarnée dans le personnage de Dostoïevski. Mais la raison n'est rien que la raison. Elle ne satisfait donc que les besoins rationnels de l'homme, alors que le vouloir est la traduction même de la vie tout entière. Oui, je veux dire de toute la vie humaine, la raison y comprise, et les grattages de méninges. Et même si notre vie n'apparaît souvent pas très propre sous cet éclairage, elle est quand même la vie, et pas seulement une extraction de racines carrées. Justement, il privilégie plutôt le fait de différencier les désirs de l'homme de sa rationalité. Il est évident que donc la pensée du personnage s'oppose radicalement au dogme selon lequel l'homme est parfaitement rationnel et selon lequel aussi il est nécessaire d'ignorer totalement son côté irrationnel, justement son côté pulsionnel. Ce qui est bien évidemment, quelques siècles plus tard, une idée qui ne plairait certainement pas à Freud. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la force de la conviction du narrateur nous oblige forcément à prendre connaissance de ces idées, même si a priori nous ne sommes pas d'accord avec elles. Ça force à la réflexion, et en cela, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est le fait qu'il se révolte totalement à ce qui est attendu de lui, notamment par le biais de la méchanceté, et il sort totalement des carcans sociaux. On le voit notamment avec le fait qu'il n'a aucun ami, il n'a aucune connaissance, et avec la jeune fille dont nous avons parlé précédemment, il est même incapable d'avoir la moindre relation basée sur l'amour et la confiance avec l'un de ses semblables. En somme, c'est un ouvrage qui nous invite réellement à porter une réflexion sur la façon dont nous voyons le monde et sur notre vision de celui-ci. C'est une réflexion outre sur la méchanceté, sur le bien et le mal, mais aussi par extension sur le bonheur et la souffrance, car en réalité, malgré l'allure détestable de ce personnage, au fur et à mesure de la lecture, nous avons tout de même fini par nous attacher à lui et à le trouver un tantinet soit peu aimable, dû notamment au fait qu'il exprime clairement sa souffrance, et nous voyons à quel point c'est un personnage torturé. Et la fin du roman tranche justement sur toute la complexité de ce personnage, puisqu'une fois que les guillemets se sont fermés, nous avons « Pourtant, ce n'est pas là que s'achèvent les carnets de cet homme paradoxal. C'était plus fort que lui, il a continué. Mais il nous semble, à nous aussi, que c'est ici que l'on peut s'arrêter. Et l'on peut donc s'arrêter sur autre chose que sur le bien ou sur le mal, ou sur leur au-delà, puisque, en réalité, la question n'est pas là, malgré le fait que ce livre nous ait apporté énormément de réponses sur d'autres questions.